Zachary Boubli, donc doctorant aux arts et métiers, laboratoire HT2S en histoire, et je travaille, comme vous le savez peut-être, fidèle public de cette chaîne, sur la science-fiction et le discours du futur au service de l'invention, de l'élaboration et du système social de l'aéronautique. Et donc, je vous fais ce soir la deuxième partie, une présentation assez succincte sur la science-fiction aéronautique en France. Donc là, on va couvrir la période qui va de 1870 à l'entre-deux-guerres. Voilà, c'est assez, bon, comparé à mon travail de thèse où j'ai une base de données avec des centaines d'entrées, j'essaie vraiment de retenir les choses les plus emblématiques. Mais j'espère que ça vous intéressera et que ça vous donnera un aperçu de la façon dont la science-fiction a pu participer à cette élaboration de l'aéronautique. Je suis également succinct parce que figurez-vous que dans le monde merveilleux des chercheurs en histoire, parfois on se fait piquer ses idées, ses concepts et ses données. Voilà pourquoi je resterai également succinct. Alors, donc, nous étions arrêtés la dernière fois sur les années 1860, donc le moment où un écrivain comme Jules Verne est au contact de la Société pour la locomotion aérienne au moyen des plus lourds que l'air. Donc, vous savez qu'il participe au débat entre ce qu'on appelle les ballonnistes ou les légéristes et les partisans du plus lourd que l'air, qu'on pourrait appeler les avionistes. C'est un débat dans lequel les plus lourds que l'air sont d'abord présentés sous la forme des engins à hélices suite aux inventions de Ponton d'Amécourt. C'est ça d'ailleurs que vous pouvez voir dans Robur le Conquérant et Maître du Monde de Jules Verne. Et en fait, ce n'est qu'un peu plus tard que c'est véritablement l'avion qui va s'imposer comme solution technique, mais ça, ce sera plus tard, ce sera véritablement au tout début du XXe siècle. Alors, donc, on avait parlé sur cette chaîne du siège de Paris et du grand recours au ballon qui a été fait pendant cet épisode. Donc, voilà, Paris assiégé pendant plusieurs mois par l'armée germano-prussienne et tous les ballons de la capitale qui avaient été utilisés comme moyen d'évasion, de communication, de transport hors de la capitale, avec les ascensions de Tissandier, de Gambetta, etc. etc. Et c'est quelque chose déjà dont des auteurs s'étaient emparés. Alors, soit dans des œuvres qui sont plus du côté de la satire que du côté de l'anticipation, mais avec quand même un volet d'anticipation. Si vous vous rappelez de ce que j'avais dit la dernière fois, vous savez que l'anticipation n'est jamais très loin du rire aéronautique et énormément d'œuvres d'anticipation aéronautique sont en fait des œuvres satiriques ou comiques. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez la souris, donc je montre l'image de gauche, cette dame avec un costume gonflé. Donc ça, c'est un extrait de l'album du siège. Donc en fait, c'est un recueil de caricatures de Cham et Honoré Daumier, donc les deux des plus grands caricaturistes français de l'époque, qui en fait ont compilé tous les dessins satiriques qu'ils ont fait pendant le siège. Et parmi eux, vous avez donc une mode future, où il anticipe le futur de la mode à Paris, où donc ce sera une mode avec des habits gonflés et rembourrés qui serviront à protéger les Parisiens des bombardements. Alors, en l'occurrence, bombardement, ça veut plutôt dire, c'est plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui le marmitage ou la canonnade, c'est-à-dire des tirs de canon. Il n'empêche que c'est un mot qui est promis à un bel avenir. Et voilà, bombardement, en fait, c'est le fait de jeter des objets explosifs sur un objectif terrestre, et donc en l'occurrence plus précisément une ville. Et en fait, c'est une expérience que les Parisiens font pendant le siège et qui sera ensuite l'expérience, par exemple, des Londoniens ou des Berlinois pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a déjà cette idée d'équipement de protection individuelle pour les civils. Donc, bon, là, c'est satirique. N'empêche que voilà, on a déjà une réflexion sur la problématique de la défense civile contre les attaques aériennes dans un contexte urbain. Bon, c'est quelque chose qu'on va surtout résoudre en ouvrant le métro ou en construisant des abris antiaériens pour la défense passive. Il n'empêche que vous avez déjà cette première chose. Et puis, alors,
y a-t-il une filiation entre les ballons, entre le spectacle des ballons qui quittent la capitale et ce costume? Bon, la question est ouverte, donc ce sera un peu à moi de la trancher. Mais voilà, il n'est pas interdit d'y voir quelque chose, d'y voir une forme de filiation esthétique, voilà, avec ce volume gonflé qui rappelle un peu un ballon. Donc en fait, voilà, les gens se font ballon. Et en fait, suite à cette guerre, alors déjà, vous savez peut-être que l'armée française va se remettre à étudier la question de la dirigibilité des ballons, avec des expérimentations dès 1872 de ballons de ballons qui sont dirigeables avec du puits de l'Aume, même si bon, par rapport aux expériences de Giffard 20 ans plus tôt, c'est pas vraiment un progrès. Quoi qu'il en soit, on va assister également à une profusion d'œuvres romanesques, de nouvelles, etc. Bon, je vous ai mis un exemple, La Revanche fantastique de Denay et Tassin, mais vous en avez pas mal d'autres. En fait, ce sont des récits de guerre future entre en général dans lesquels il y a en général la France, l'Allemagne et l'Angleterre, et puis des fois vous allez avoir la Russie, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, d'autres pays. En gros, on imagine la prochaine guerre. Alors, soit en étant pessimiste, soit en étant optimiste. En général, on a du côté des Français plutôt un optimisme cocardier et revanchard, avec très tôt en fait la croyance dans l'arme aérienne comme moyen de la revanche future. Bon, là, en l'occurrence, la revanche est fantastique. Et on est sur des scénarios complètement extrapolés avec des choses qui sont même pas possibles aujourd'hui. Mais on a parfois aussi des scènes d'une violence vraiment hyperbolique, avec des scènes de génocide, d'extermination des Allemands par une flotte de bombardiers, etc., etc. Et en fait, c'est un thème littéraire qui va se perpétuer jusque dans l'entre-deux-guerres, et qu'on va même ensuite retrouver dans la guerre froide, mais du coup plus avec évidemment des Américains et des Soviétiques. Alors, donc, cela étant passé, donc, vous avez d'une part l'héritage intellectuel et artistique du siège de Paris qui va s'étendre dans les productions littéraires et visuelles d'anticipation. Et puis ensuite, dans les 3 décennies qui suivent, vous allez avoir 2 grandes familles d'œuvres anticipées, d'œuvres d'anticipation aéronautique qui s'étendent à 2 domaines. Le premier, c'est celui de la ville verticale, avec cette idée qu'on est dans un moment où les mobilités urbaines changent très vite. Avec où la charrette hippomobile est remplacée assez vite par l'automobile. À vapeur, ça marche pas très bien, mais une fois qu'on a inventé le moteur à explosion, ça marche beaucoup mieux. Voilà, c'est une véritable révolution des transports urbains, quelque chose qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Mais voilà, il faut savoir que Paris du 19e siècle, à l'époque de l'hippomobile, c'est plusieurs tonnes quotidiennes d'éjections équestres, de crottin de cheval, en fait, qui sont ramassées dans les rues de la capitale. Et au fur et à mesure que les villes s'étendent très très vite, que la métropolisation accélère, que les mobilités urbaines se développent, en fait, on va avoir pas mal d'œuvres, notamment des dessins, mais pas seulement, je vous ai mis, là, en l'occurrence, je vous ai mis des dessins parce que c'est plus parlant, qui vont en fait transposer dans les airs les bouleversements terrestres qui se font. Donc là, à gauche, vous avez donc une sorte d'embouteillage aérien où donc vous avez des avions, vous avez des avions biplans, ce que vous voyez en dessous. Certains semblent avoir des ailes battantes. Ça, c'est quelque chose qui reste jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le débat, en tout cas, des auteurs d'anticipation n'est pas tranché entre ailes fixes ou ailes battantes. Vous avez aussi un véhicule avec l'individu en bas à gauche qui était vraiment à califourchon sur sa machine volante. Donc on voit que c'est un peu l'imaginaire hippique qui se perpétue. Donc on s'imagine le pilote comme véritablement surmontant, assis dedans, voire à califourchon sur sa monture. Et puis, vous avez des ballons avec des hélices, des ballons ovoïdes avec des hélices qui, en l'occurrence, transportent des publicités.
en plus des publicités satiriques. Donc, Fleur de Guimauve, Poésie sentimentale par Gany Mathias, La Pochetée nationale en vente partout, Un monsieur dont l'enrichissement par les imbéciles est la conséquence d'un vœu offre à le Volapuc tel qu'on parle, avec la merveilleuse lotion capillaire Absalon, les chauves souris. Et même vous avez un bureau une sorte de régie publicitaire du ciel. Et donc, vous voyez que les gens du peuple sont transformés en hommes sandwich, mais dans les airs. Il faut s'adresser au troisième nuage à gauche pour faire avertir son message. Et puis, on va retrouver aussi le thème de l'embouteillage avec voilà, ici, donc, au sol, sur l'image de droite, vous avez sur un pont une voiture à explosion et une charrette tirée par un âne qui se bloquent mutuellement. Et voilà, les aviateurs, donc les conducteurs de dirigeables ou d'avions qui sont plus hauts, se moquent bien de ces piétons, puisque eux, ce n'est pas une bourrique qui les arrêterait. Alors, on retrouve assez peu le thème de l'accident d'avion. Ça peut être relativement surprenant. En tout cas, ce qu'on trouve beaucoup, c'est l'idée selon laquelle le trafic aérien va être aussi anarchique que le trafic terrestre, et que donc il faudra réguler ce trafic. En fait, moi, j'y vois une sorte d'ancêtre intellectuel des tours de contrôle des spécialistes de la navigation aérienne, tels que Monsieur Pontreau. Non, mais Olivier, il faut écouter la conférence. C'est toi qui l'as monté ta conférence à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez ça comme anticipation. On va retrouver ça beaucoup dans un journal qui s'appelle le Charivari et ensuite le Pêle-mêle. Ce n'est pas les seuls, mais c'est les principaux titres dans lesquels vous allez trouver de l'anticipation aéronautique, et c'est par hasard que Nadar a beaucoup collaboré à ces journaux. Le thème de la circulation aérienne du futur, il trouve aussi... je vous prie de m'excuser d'ailleurs pour ce titre de diapo qui n'était pas prévu. Donc, cette idée de cette exploration par l'anticipation des mobilités urbaines aériennes du futur, on va la retrouver sous la forme d'un gag. Un gag qui est extrêmement récurrent, qu'on va retrouver assez souvent pendant une cinquantaine d'années. C'est le gag du passager clandestin, avec cette idée selon laquelle vous vous retrouvez à prendre une sorte d'aérobus, donc qu'il soit un dirigeable ou un avion géant, mais voilà, c'est tout simplement un omnibus des airs qui peut faire des trajets intra-parisiens ou au long cours. Donc là, vous avez à gauche, par exemple, l'aérobus Gare du Nord Pondichéry. Et vous aurez aussi pas mal d'œuvres qui explorent l'idée d'utiliser les hauts monuments parisiens et de façon générale les hauts édifices tels que les clochers de cathédrale, d'en s'en servir comme comme des ports, comme des stations aériennes où en fait voilà, vous monteriez. Il pourrait même y avoir un système automatique qui fait que l'escalier automatique vous met directement dans l'avion qui va partir, et tout en réceptionnant l'avion qui arrive et en faisant descendre les passagers par la même force centrifuge qui vous fait monter. Là, vous avez le Paris-New York du XXIe siècle. Et donc, dans les deux cas, on a un passager qui n'a pas de billet et à qui le contrôleur intime de descendre, c'est-à-dire de sauter immédiatement de l'avion. Voilà, ça peut prêter à sourire, mais aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, vous avez tout un système pour vérifier que vous avez bel et bien un billet avant de monter dans l'avion. Il y a des raisons de sécurité à ça, mais c'est aussi pour éviter le phénomène de passager clandestin, chose qui est éminemment praticable dans le bus ou dans le métro, mais en avion, ça l'est moins. L'autre grand thème qu'on va retrouver dans l'anticipation de cette période, c'est celui de la guerre aérienne du futur. Il ne s'agit pas seulement d'imaginer, de fantasmer sur une éventuelle revanche sur l'Allemagne au moyen de dirigeables, mais plus, pour certains auteurs, de se demander plus précisément comment est-ce que la guerre aérienne du XXe siècle sera menée. Et pour ça, il y a deux auteurs qui sont absolument incontournables. Alors, le premier, dont vous avez la principale œuvre qui nous intéresse en couverture ici,
Donc là, donc ça, c'est une œuvre d'environ 1880. Donc on a une époque où les ballons on commence à réussir à diriger les ballons, mais c'est pas encore très évident. Mais on n'est pas encore au stade de l'avion. Et donc voilà, Robida, lui, donc c'est Albert Robida, un illustrateur, caricaturiste, affichiste, peintre, également écrivain absolument génial, auquel pas mal de monde se réfère et auquel on rend hommage jusque dans les années 50. Vous avez un excellent travail de Marcelin Auder du SHD sur Robida. Et donc, Robida, notamment dans la guerre au XXe siècle, imagine, c'est satirique, mais n'empêche qu'il est extrêmement précis et visionnaire sur le futur visage de ces conflits aériens. Donc, on a le personnage de Molina qui se retrouve plus ou moins contre son gré embarqué dans cette guerre du futur. Bon, c'est une guerre dans laquelle vous avez des attaques chimiques avec du gaz hilarant, vous avez des bataillons d'hypnotiseurs, de spirites et de médiums, vous avez de la guerre bactériologique, mais vous avez surtout de la guerre aérienne. Et donc, vous avez des scènes comme celle-ci. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais vous lire donc, l'image de gauche. Pendant ce temps, le général commandant son corps d'armée apprenait la reprise de la ville par l'ennemi et lançait quelques torpédistes aériens du modèle 1944 à longue portée. Donc voilà, on est sur une ville disputée. La ville a été reprise par l'ennemi, donc il est temps de la détruire. Les torpédistes embusqués dans les Cyrus et Nimbus à 3000 mètres de hauteur laissèrent les premières ombres du soir descendre sur la ville, puis, actionnant leurs propulseurs, ils se précipitèrent de hauteur du ciel et, parvenus à bonne distance, lancèrent leurs terribles torpilles. Subitement, la ville arrachée de ses fondations se boursoufla, craqua et sauta en l'air. Voilà, là, on est sur un mode satirique. Il n'empêche qu'il est très clairement dit que la ville va être complètement anéantie par les troupes aériennes. Donc là, en l'occurrence, c'est des torpédistes, nous on dirait aujourd'hui des bombardiers. Et on n'hésite pas à raser une ville qu'on ne peut pas avoir. Sur la droite, vous voyez que Robida anticipe également les combats aériens entre aéronefs, quelque chose que le commandement français n'anticipe même pas au début de la Première Guerre mondiale. Donc, je vous le lis. Le voltigeur 39 rejoignit la flotte aérienne au-dessus de la Méditerranée. C'est-à-dire que Robida imagine qu'on va grouper les avions on va grouper les aéronefs pour davantage d'efficacité. Comme le temps pressait, l'ingénieur amiral, après avoir félicité Molinas, l'envoya immédiatement à l'avant-garde. D'après ses instructions, l'avant-garde devait signaler la flotte ennemie sans engager le combat. Néanmoins, pendant sa deuxième nuit de croisière, le voltigeur navigue. Bon, et après, ça va vous expliquer que le voltigeur 39, il a repéré une grande flotte aérienne ennemie et qu'il a engagé le combat. Et qu'il y a eu une bataille absolument épique dans les airs entre ces engins aériens. Robida donc imagine il y a eu pas mal de destruction de villes. Molinas pointa lui-même sa pièce et eut la chance d'envoyer un premier projectile en plein dans la coque de l'ennemi. Le canon grondait sans interruption. Les deux aéronefs tournaient, viraient, s'élevaient et plongeaient ensuite pour tâcher de se prendre en flagrant délit de fausses manœuvres. On peut même y voir une préfiguration du dogfight où les avions se tournent autour l'un de l'autre pour essayer de se prendre un bon angle de tir. Le combat les avait conduits au-dessus d'une grande ville mexicaine dont les habitants suivaient avec anxiété les péripéties du combat. Déjà, quelques projectiles avaient atteint la ville, des accidents graves avaient été à déplorer, 3 maisons avaient sauté. Enfin, un obus mieux dirigé traversa l'aéronef ennemi de part en part. Elle cessa de gouverner et tomba lentement. Négligeant alors toute précaution, elle envoya, en gros, l'aéronef ennemi envoie ses dernières torpilles sur celui de Molinas. Il se loupe et ça détruit encore plus la ville. Alors, donc Robida, il a un regard assez satirique sur la chose. Voilà, les choses portent souvent matière à rire et on est dans une moquerie par l'hyperbole, par la surenchère d'innovation. Les destructions sont mises à distance et euphémisées pour atténuer tout effet de terreur. Mais ça ne va pas être le cas de l'autre
grand auteur de cette période, celui qu'on surnomme le Jules Verne militaire. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il aurait été lu par la plupart des âges de la Grande Guerre quand ils étaient petits. Il s'agit bien entendu du capitaine d'Henri, dit Émile Drian. Alors, le capitaine d'Henri, c'est un personnage extrêmement intéressant. Donc, au départ, c'est un officier qui gravite autour du général Boulanger, le général Revanche qui se rate sa tentative de coup d'État, qui s'enfuit et qui meurt honteusement en exil. Donc Drian se retrouve placardisé suite à sa proximité avec Boulanger, encore plus après l'affaire des fiches, puisque lui c'est plutôt un catholique conservateur monarchiste sur les bords, enfin bonaparto-monarchiste sur les bords, il n'aime pas trop la République, donc c'est des opinions qui lui valent encore plus de placards au sein de l'armée. Et donc, il va se mettre à écrire, et il écrit de nombreuses œuvres d'anticipation, au point qu'on le surnomme le Jules Verne militaire, puisque c'est un des pères de la science-fiction militaire, c'est-à-dire qu'il imagine les formes que pourra avoir la guerre du futur, alors la guerre en ballon, la guerre des forteresses, la guerre souterraine, etc. Et donc il perce derrière une très forte volonté de rendre à la France sa vraie place parmi les nations, c'est-à-dire la toute première. Et donc ça va l'amener à énormément, à suivre les actualités, les innovations aéronautiques très précisément. Donc il va commencer par écrire par exemple des choses qui se passent en ballon, et puis quelques années plus tard il se met à écrire des choses qui se passent en avion. Et sont toujours des histoires où la France et ses héroïques combattants réussissent à combattre les ennemis de la France. Alors, pour D'Henri, il y a énormément d'ennemis à la France. Il est beaucoup plus anglophobe que germanophobe. Bon, évidemment, il faut récupérer l'Alsace et la Lorraine, mais pour lui, le véritable ennemi, c'est l'Angleterre qui bride l'impérialisme français. On pense par exemple à l'affaire de Fachoda en 1994. Et par certaines de ses œuvres, ça va être une véritable caricature de fantasme impérialiste français au moyen d'engins volants. Avec par ailleurs un sous-texte qui est d'un racisme absolument colossal. Donc là, vous avez par exemple au-dessus du continent noir. Donc là, en gros, c'est une histoire d'explorateur de l'Afrique en avion qui repère les ferments d'une révolte. Il y en a un qui est forcé de se poser, c'est celui que vous voyez dans la couverture, et il va se faire abominablement torturer à mort par les indigènes avant que ceux-ci puissent enfin être réprimés. Bon, vous voyez qu'il y a aussi un côté, c'est un officier catholique, donc on peut voir un côté assez christique au fait de voir cet aviateur attaché à l'hélice de son avion. Il parle des Africains aussi dans L'Invasion noire. Donc là, c'est un roman qui se termine avec le déferlement d'une horde de centaines de milliers, voire de millions de combattants africains sur l'Europe. Ils détruisent l'Allemagne, bien fait pour eux, puis ils arrivent aux portes de Paris, et il y a un génial inventeur français qui invente un avion qui lâche des obus au gaz, et ça va permettre de génocider en fait l'armée ennemie. On se retrouve avec une montagne de centaines de milliers de cadavres, et les aéronefs vont ensuite servir à déverser des substances enflammées dessus pour brûler tous ces cadavres. Voilà, là on est vraiment dans l'impérialisme colonial français le plus éclatant. Vous ai-je dit que D'Henri est également anti-Dreyfusard très violemment, donc il est aussi antisémite. Ce charmant personnage est également l'auteur de L'Aviateur du Pacifique. Alors ça, c'est un roman assez marrant à lire parce que c'est l'histoire d'un aviateur français qui se trouve à Hawaï et qui soudain voit une flotte de dirigeables japonais, de dirigeables et de navires japonais qui attaquent par surprise la flotte américaine à Hawaï et qui la détruisent. Heureusement, il va réussir à bricoler un avion de fortune, donc celui que vous voyez en couverture. Et grâce à cet avion de fortune, il va pouvoir rallier la Californie et prévenir les Américains. Et donc, va avoir lieu une grande guerre dans le Pacifique dans laquelle, évidemment, les Français vont participer et avoir un rôle décisif qui va permettre à la nation blanche de triompher de la nation jaune. C'est lui qui le dit. Il a d'ailleurs écrit un autre roman qui s'appelle L'Invasion jaune. Bon, c'est un peu l'invasion noire, mais avec des Asiatiques au lieu
au lieu des Africains. C'est un peu comme dans Le Secret de l'Espadon. C'est une horde despotique sans nom d'Asiatiques qui déferle sur la pure civilisation européenne et qu'on met en déroute avec des engins volants. Et voilà, quand on lit La guerre du Pacifique, on a vraiment l'impression de lire une sorte d'anticipation de la guerre du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale, une 40-50 d'années auparavant. Et voilà, c'est ça que je trouve dans mon corpus, c'est que bon, il y a beaucoup de gens qui se trompent, mais à force d'éplucher, on finit par trouver des gens qui ont eu raison plus ou moins volontairement. Et du coup, on ne peut pas s'empêcher de trouver ça extrêmement frappant. En ce qui concerne d'Henry, donc, ses écrits vont lui valoir quand même pas mal de notoriété. Ce sont de grands succès de librairie. Il va quand même réussir donc, à sortir du placard, non pas forcément via l'armée, mais plus par la politique, puisqu'il est élu député. Et ensuite, il va tomber héroïquement en 1916 au Bois des Corps. Donc, il est en première ligne lorsque les Allemands déclenchent la grande attaque de Verdun. Et il fait partie, il rachète son racisme, son antisémitisme, etc., en étant un de ceux qui retardent suffisamment les Allemands à Verdun pour qu'on puisse mettre en place des défenses efficaces. Voilà, comme vous le savez peut-être, la Première Guerre mondiale, c'est l'occasion pour les différentes parties de la France de se réconcilier dans les tranchées après les divisions de l'affaire Dreyfus, de la séparation de l'Église et de l'État, de la question monarchique, bonapartiste ou républicaine. Tout le monde se réconcilie dans les tranchées et Henry n'y échappe pas. Alors, en parlant de Première Guerre mondiale, au fur et à mesure qu'elle approche, au fur et à mesure que les avions sont de plus en plus réalisés et performants, on va mettre l'anticipation au service de cette innovation. Et alors, vous avez deux exemples assez connus, plus ou moins connus. Hein. Alors, vous avez d'abord le concours de l'aérocible de Michelin. Les frères Michelin éditent une brochure qui s'appelle Notre avenir est dans l'air et ils financent le Grand Prix de l'aérocible où en gros il s'agit d'inciter les pilotes à s'entraîner au bombardement, à trouver des façons de lâcher précisément des objets depuis un avion dans une cible terrestre, et pour ça il faut éditer notamment une série de cartes postales dans lesquelles on voit des usages anticipés de l'aviation. Donc là vous voyez la destruction d'une voie ferrée par une aviation de bombardement. Vous avez trouvé ça super banal, sauf que là, on est en 1910, donc bien avant que ça soit réalisable par des avions, et avant que ça soit réalisé au cours de la Première Guerre mondiale. Même si pendant la Première Guerre mondiale, ça va avoir des résultats assez limités, en fait, c'est plus pendant la Seconde que toutes ces choses vont véritablement parvenir à maturation. Il reste que les frères Michelin ont vu juste, et que le bombardement n'est pas une chimère, contrairement à ce qu'ont dit ces messieurs du ministère de la Guerre. 1911, vous avez l'apparition de l'aviation militaire de Clément Ader, une brochure dans laquelle il adresse à l'armée parce qu'il est assez énervé de s'être fait piquer la primauté de l'invention aéronautique et de son usage militaire par les frères Wright et par les autres. Je vous renvoie à la vidéo d'Andreas Seigné sur les pionniers de l'aviation pour voir que Clément Ader, en fait, le principal problème, c'est qu'il a travaillé absolument tout seul, sans demander d'aide à personne. Et alors certes, son Éole et son avion de proie sont vaguement élevés du sol, mais voilà, c'est pas, à ce moment-là, il est déjà hors course. Et donc, en fait, pour essayer de retrouver une pertinence et un intérêt là-dedans, il adresse en 1911 à l'armée une brochure sur l'aviation militaire, dans laquelle il essaye d'anticiper sur les futurs usages militaires des moyens aériens, et dans lesquels il montre qu'il a quand même pas mal de clairvoyance. Donc, vous voyez que tout ça, on a un usage en fait essentiellement patriotique ou satirique de l'anticipation aérienne. Mais quoi qu'il en soit, on a une vision qui reste quand même relativement positive. Alors, ce n'est pas universellement partagé. En France, comme c'est un moyen de revanche et qu'on est à la pointe de l'aéronautique à cette époque, ça reste très majoritairement optimiste. Mais vous avez quand même des scénarios beaucoup plus pessimistes, avec des scènes telles que celle-ci. Donc à gauche, vous avez une composition de Andreini dans un journal. Vous voyez qu'on a un style qui rappelle beaucoup le futurisme italien, avec ce spectacle de la modernité, de la vitesse et du mouvement.
qui illustre une nouvelle qui s'appelle « Le 30e siècle verra-t-il la fin du monde ?» Et on va avoir énormément d'œuvres qui évoquent en fait la destruction complète des villes, des scènes vraiment apocalyptiques à cause des moyens aériens. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, donc l'image de droite, chez H.G. Wells avec The War in the Air, dans lequel en fait, vous avez une flottille de zeppelins allemands qui détruisent complètement les villes de la côte est américaine pour inciter les habitants à se rendre, sauf que ça ne marche pas, il faut des troupes au sol. Et voilà, on a une anticipation en fait du débat autour du douettisme. Est-ce que ça marche de bombarder la capitale jusqu'à ce que les habitants se rendent, ou est-ce qu'au contraire, ça ne va pas les galvaniser? Quoi qu'il en soit, H.G. Wells considère qu'il ne peut sortir que du mauvais, que du violent de la guerre aérienne. Et donc, c'est quelque chose duquel il se méfie énormément. Alors bon, je vais faire un pas sur la Première Guerre mondiale, puisque dans la Première Guerre mondiale, c'est un moment où l'anticipation est rattrapée par la réalité, voire dépassée. Dans l'entre-deux-guerres, l'anticipation se fait plus triviale. En fait, on imagine des lignes aériennes du futur, on imagine des aéroports du futur, on imagine des dessertes, des liaisons, des aéronefs aux performances extrapolées, etc. etc. Donc c'est quelque chose de moins original et que je trouve moins intéressant. Quoi qu'il en soit, il y a un objet mental qu'on peut signaler par contre dans l'entre-deux-guerres, c'est le péril aérochimique. Donc vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, mais si vous ne le savez pas, je vous invite à vous procurer au plus vite la nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace qui vient de paraître aux éditions Pierre de Taillac, dans lequel le chapitre sur l'entre-deux-guerres, sur les années 20 plus précisément, est écrit par un certain Boubli Zachary, donc c'est d'une qualité absolument fondamentale. Je crois que le prix Nobel de littérature n'est pas loin. Et donc, en fait, pour un des moyens que le lobby de l'aviation a pour inciter l'opinion publique et les décideurs politiques à rationaliser et augmenter les moyens alloués à l'aviation, c'est d'agiter la menace du péril aérochimique. Donc, en fait, on va combiner la peur du bombardement avec la peur des gaz. Vous savez que la Première Guerre mondiale, les attaques au gaz, c'est une chose qui a le plus choqué les gens. Il y a beaucoup plus de blessés par artillerie ou par maladie dans la Première Guerre mondiale, mais les gens ont le plus peur des gaz. Et en fait, on combine les deux, et vous avez plein de scénarios où les Allemands reconvertissent leurs gros avions de passagers en avions de bombardement, et ils lâchent des obus chimiques qui transforment Paris et la France en immenses cimetières à ciel ouvert. Et en réalité, il faut donc investir dans de nouveaux avions militaires pour conjurer ce péril aérochimique. Donc là, vous avez un entrefilet dans un journal. C'est aussi un marché éditorial. Donc là, c'est La ville sur les bombes de José Germain, une section. La réclame dit « Éloignez des vôtres une mort atroce. Face au péril aérochimique, la sécurité chez vous sans masque et sans abri. » Et ça va vous inciter à adhérer à des ligues qui promeuvent une défense aérienne accrue, et ça va aussi vous inciter à construire des abris ou à souscrire à des constructions d'abris collectifs pour conjurer cette peur du péril aérochimique. Et le pire, c'est que ça va marcher. Parce que si vous repensez à la Seconde Guerre mondiale, pensez au niveau de violence, y compris entre les civils, qu'on a atteint dans cette guerre, et ayez bien conscience qu'il y a quand même des paliers qu'on n'a pas franchis dans cette guerre. On n'a notamment pas fait de bombardement chimique, ni sur Londres, ni sur Berlin. Il y a eu la bombe atomique, mais elle a été conçue comme un usage ponctuel, et là, on a véritablement quelque chose qui a su dissuader les gens. Et en fait, ce sera sûrement le point de conclusion de ma thèse, c'est que en fait, la bombe atomique, ça a fermé le cycle de ce dialogue entre le rêve et la réalité, puisqu'avec la bombe atomique, on a véritablement réalisé, rendu possible cette destruction totale d'une ville, d'un territoire, d'une population par des moyens aériens de bombardement. Et j'en ai terminé pour ce que j'avais à vous présenter, et je prends maintenant avec grand plaisir vos questions éventuelles. Je vous remercie.